L'historique du Café Philo insiste donc d'abord sur la parole du citoyen qui se donne dans un espace public ouvert à cette parole. L'animateur, je répète, ne fait rien d'autre que de poser des questions et de mettre éventuellement en perspective par rapport à l'histoire de la pensée. Dans un deuxième temps, nous allons procéder au vote. Vous votez le nombre de fois que vous le souhaitez pour les thèmes que vous soutenez. Nous retiendrons les deux thèmes qui ont recueilli le plus de voix. À ce moment-là, ce sera un vote exclusif. Vous ne pourrez plus voter qu'une seule fois pour le thème que vous avez choisi. Ainsi, nous aurons le thème de la soirée. La personne qui l'a proposé sera invitée donc à l'expliciter, le développer, le cadrer. L'exercice consiste à entendre ce que les autres disent du sujet. Une aptitude à intégrer le point de vue des autres dans son propre point de vue et de construire une argumentation la plus solide possible sur le sujet qui a été choisi ensemble. Il y a quelques petites règles élémentaires de fonctionnement, de bon sens, bien entendu. Refus de l'argument ad hominem. On n'attaque pas les gens, on discute les raisons à l'intérieur des arguments. D'accord? C'est-à-dire une chose est vraie ou est intéressante ou pertinente, non pas parce qu'une autorité nous l'a présentée comme telle, mais parce qu'il y a une raison à l'intérieur, et c'est cette raison-là qu'on veut entendre. La parole est à vous. Pour tous ceux qui participent pour la première fois, je vous invite à aller sur notre site Café Philo de Belgique, lire notre charte, une charte qui présente au fond les options philosophiques qui nous animent, nos intentions, la bonne humeur, la sympathie, qui sont des ingrédients indispensables à toute bonne discussion. Donc la fête du Café Philo, Oui. est-ce la fête de ceux qui ont abandonné le Café Philo ou de ceux qui font du tourisme au Café Philo? Ça va? Si tu poses... Madame ici parlait de rigidité, du fait que les femmes avaient pris peut-être le pli de ne pas se mettre en avant, qu'elles avaient parfois besoin d'un homme pour le pousser. Donc quelle serait la cause de ces quotas et pourquoi est-ce que donc comment est-ce qu'on pourrait résoudre le problème à la place des quotas? Donc, mais engager des hommes et des femmes par rapport à leurs compétences et pas par leur appartenance sexuelle. Qu'est-ce que vous faites du problème? Pour moi, la lucidité donne une grande liberté d'agir et d'être. Et ça, moi, ça me paraît être la voie du bonheur. C'est-à-dire, on attrape des petites joies au quotidien, on les choisit, on les prend, on les veut, on les cherche. Et ça, c'est plus important. Donc, moi, je dis oui à la lucidité. Le bonheur, si on dit que c'est quelque chose, c'est un moment qui nous fait du bien parce qu'il arrive. Exemple, vous êtes à la maison un peu déprimé, votre meilleure copine vous appelle, ce sera... Et elle est sympa avec vous, ce sera un moment de bonheur. Donc la lucidité peut être quelque chose de terrible à vivre. Et quand je dis terrible, c'est terrible. Ça peut être même destructeur, profondément destructeur. Si. Maintenant, je ne vais pas aller dans d'autres détails. Maintenant, le bonheur, pour moi, c'est une utopie. On peut très bien être très heureux pendant quelques temps et puis tomber dans des espoirs plus absolus. Mais je dirais que c'est comme une espèce de vague qui va et qui vient, et dans lequel on peut s'épanouir et se trouver pleinement. Donc on n'est jamais totalement lucide parce qu'il nous manque l'information. Maintenant, il y a des buts immédiats pour lesquels on peut avoir un certain nombre d'informations plus ou moins élevées. Plus le but est lointain, moins on peut avoir... Moi je pense que cette notion du bonheur, elle a été créée par la pensée positive qui n'a pas envie de s'interroger sur leurs actions qui créent des malheurs chez les autres. Voilà, merci.